Le peintre de Bordeaux, de Montitroy. Perdu est l'artiste dont les mains autrefois alertes ne recèlent plus la moindre magie. Perdu est l'écrivain dont les mots n'ensorcellent plus et restent figés sur la feuille, petit caractère noir dénué de vie. Perdu, je le suis donc, moi, Emmanuel Adam. Toute mon envie enfermée à jamais dans cette maudite maison, dans ces angoisses sans tableau qui m'environnaient, tout mon talent capturé dans cette dernière toile, lissée et aplanie à même le mur par mon hôte de cette nuit-là. Je me souviens de l'horreur éprouvée, de ma fuite éperdue dans le parc bordelais, de mon visage hirsute quand je me suis retrouvé chez moi, rue Raymond Poincaré à Paris. Hélas, si seulement il n'y avait que cela, si seulement mon cerveau m'avait fait la faveur d'effacer ces 2 jours atroces de ma mémoire, ces 2 jours qui m'ont brisé. Pourtant, qui aurait pu le prédire? Moi-même, j'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu, et j'en viens parfois à me demander si je n'ai pas rêvé. Je veux me convaincre qu'il s'agissait d'un cauchemar. Après tout, il existe forcément une explication logique à ce qui s'est passé. Mais mon esprit s'agite, l'immonde vision refait surface, et je m'aperçois du vide qui m'environne. Si je consigne cet événement par écrit, c'est pour exorciser ces images grotesques qui m'assaillent désormais jour et nuit. On jugera de la véracité ou non de mes propos. Peut-être que l'on me reprendra pour un fou. Mais je dois connaître la vérité, et pour cela, je dois essayer de l'approcher, et pour cela employer un outil qui était autrefois ma vie, l'écriture. Tout commença un après-midi morne, sous la fameuse grisaille parisienne. J'étais alors en pleine séance de dédicace de mon dernier ouvrage, La mort des justes, qui, comme toutes mes œuvres précédentes, avait été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ce ne sera hélas plus jamais le cas après cette scène qui a absorbé à jamais la perfection de ma plume, cette vision effroyable qui grippa ma main et engloutit toute ma volonté. Ma vie allait alors pour le mieux, puisque je venais, la veille, de me marier avec une amie d'enfance que j'avais toujours aimée tendrement, Clémence. Pour parfaire notre bonheur, nous cherchions un lieu agréable où nous pourrions passer une lune de miel aussi romantique qu'inoubliable. Cet après-midi-là, donc, comme la séance de dédicace touchait à sa fin, un homme s'approcha de moi. Je ne saurais quel âge lui donner. S'il paraissait jeune et vigoureux, ses yeux semblaient avoir vu s'écouler une éternité, et j'avoue que je me sentis mal à l'aise dès le premier regard qu'il me porta. J'avais vaguement l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais il m'était impossible de me rappeler où et quand. Ce d'autant plus qu'il portait un veston excentrique, rouge sang rayé de vert pomme, et que je préférais en général la discrétion, donc les gens discrets. Néanmoins, je lui signai son livre, pressé d'en finir. C'était alors qu'il me proposa de passer chez lui, m'annonçant qu'il avait assisté à mon mariage, ce qui m'étonna, puisque je me disais que je l'aurais forcément repéré si tel était le cas, suite à mon invitation. Alors seulement, je me souvins de son identité. Il s'agissait d'un lointain cousin dont j'avais sans doute vu une photo en noir et blanc dans quelque ancien album de famille. Il vivait à Bordeaux depuis une quinzaine d'années, où il s'était fait connaître pour le naturel incroyable de ses peintures, et où sa renommée grandissait sans cesse. Curieux par nature, enthousiaste à l'idée de découvrir l'œuvre d'un de mes confrères artistes, j'acceptai sur-le-champ l'invitation et signai par là même le début de mon malheur. En Faust des temps modernes, je venais de vendre mon âme sans m'en rendre compte. Mais nul présent ne me serait destiné en retour. J'informai Clémence le soir même que nous partions le lendemain, à savoir samedi, pour Bordeaux, où notre hôte nous avait déjà préparé une chambre. Comme je m'y attendais, ma femme approuva immédiatement ma décision, une lueur de plaisir dansant dans ses yeux. Elle avait en effet toujours été passionnée par l'art sous toutes ses formes, et parmi tous mes atouts, en vérité bien peu nombreux, c'est ma plume qui avait fait céder le cœur de cette superbe brune 2 ans auparavant. La suite avait confirmé notre amour, concrétisé par un mariage à l'église le jeudi précédent, ma rencontre avec le peintre excentrique. J'étais né à Bordeaux et y avais vécu 12 ans. Que n'ai-je mis un terme définitif à cette série, au lieu d'y retourner une 13e malheureuse année, même si ce n'était que pour 2 jours. J'aurais pu poursuivre ma vie facile, profitant de l'amour de Clémence et du succès de mes livres. Au lieu de cela, je suis allé creuser la propre tombe de mon existence, perdant à jamais celui qui avait autrefois donné son sens. Cette ville tant chérie a pris une signification si terriblement dramatique pour moi que jamais, au grand jamais, je n'y ai remis et n'y remettrai les pieds. Pas même pour partir à la recherche de ma chère Clémence. Qu'importe retrouver l'amour, si c'est pour perdre ma raison et mourir intellectuellement. J'étais donc impatient de retourner dans la ville de mon enfance, de laquelle je gardais d'excellents souvenirs. J'avais toujours apprécié la nonchalance qui y régnait, cette espèce d'insouciance qui empêche de dramatiser, et fait de la vie quelque chose de simple, d'évident, une atmosphère bien différente de la vie parisienne que j'avais adoptée,
un mélange d'énervement, d'anxiété, d'aveuglement, d'inhumanité, d'une certaine façon. Je fus soulagé de voir que Bordeaux n'avait pas tant changé que cela en 10 ans. Ainsi, dès que je sortis de la gare avec ma femme, j'eus le bonheur de reconnaître les lieux qui avaient bercé mon enfance. La rue du Bosquet, où j'avais vécu, l'école où, petit déjà, je m'étais découvert une passion pour la lecture, et bien sûr le parc bordelais, au cœur de la ville. Cependant, la faim finit par se faire sentir, et nous nous mîmes en route pour la maison de Stéphane Dupuis de Vosges, c'était le nom de mon cousin. La maison qui allait sceller la fin de mon bonheur, et me faire perdre le goût de toute chose. Celui qui allait recouvrir mon amour d'un sable multicolore, et l'occulter de ma vie à jamais. Le peintre habitait non loin de la maison d'un de mes amis d'enfance, actuellement en voyage, au 26 rue Rosny. Celle-ci n'était qu'à quelques rues du parc bordelais, et nous y fûmes en quelques minutes. Je sonnai. Stéphane vint m'ouvrir, un large sourire aux lèvres, vêtu d'une façon encore plus étrange. Un pantalon bleu ciel, une chemise d'un jaune tendant vers le fluo, qui dépassait d'un pull passé au violet criard, d'où jaillissait une cravate rouge vif. N'osant critiquer sa mise, je me contentai de le saluer, puis entrai. Clémence à ma suite, sa curiosité en éveil. Mon hôte se montra exubérant, multipliant les bons mots et les calembours, commentant au passage tel ou tel de ses tableaux, tout en nous menant à notre chambre. La maison était petite, mais accueillante, et elle me plut d'emblée. Totalement à l'opposé de la personnalité de son propriétaire, elle invitait au calme et au repos, sans pour autant paraître lugubre, puisque les murs richement décorés éclairaient un mobilier du XVIIIe siècle que je reconnus au premier coup d'œil comme authentique. La chambre qu'il nous avait réservée au premier étage était à l'image de cette demeure. Le lit double prenait presque toute la place, le reste étant occupé par une télévision et une table de chevet. Bien sûr, nous étions environnés par une dizaine de tableaux, paysages et portraits. Plus stupéfiant, le plafond lui-même s'ornait d'une vaste fresque représentant différents visages torturés, sans que je sache ce qu'ils représentaient. M'enquérant auprès de Stéphane, il m'expliqua qu'il s'agissait des représentations des sentiments de l'artiste. Dès lors, je crus que la fresque évoquait ses doutes personnels, et je n'allais pas plus loin dans ce que je considérais comme relevant de son jardin secret. Si j'avais su, je me serais enfui à toutes jambes, la main de Clémence dans la mienne. Ou, pour le moins, j'aurais demandé au peintre de changer de chambre, d'en trouver une dans laquelle mon malaise n'aurait pas cru au fil des heures. Mais qui aurait soupçonné qu'un événement aussi tragique se déroulerait en ce lieu, certes étonnant, mais plus déroutant que menaçant. Après nous être installés, Clémence et moi allâmes déjeuner au rez-de-chaussée. La salle à manger, très claire, ouvrait par une large baie vitrée sur une cour pavée, au fond de laquelle se dressait un cabanon. Ma femme, intriguée, interrogea le peintre à ce sujet. Celui-ci lui répondit qu'il s'agissait de son atelier, qu'il aimait à garder secret. Devant l'empressement de Clémence, Stéphane lui annonça que le lendemain, peut-être, il nous le ferait visiter. En attendant, il nous ferait le commentaire, si nous le désirions, des tableaux disséminés à travers la maison. Bien sûr, nous acceptâmes. Ainsi commença la visite. De 16 heures jusqu'au soir, nous suivîmes donc le plus fameux peintre de Bordeaux à travers les méandres de ses couloirs, et, par ses toiles, à travers ceux de ses pensées. Il nous expliqua l'origine de chaque tableau, rencontre ou vision manquante. Nous parcourûmes ainsi dans un incroyable voyage l'art de Stéphane, émerveillés par la maîtrise et l'émotion qui se dégageaient de chacune de ses œuvres, surtout des portraits qu'il avait pu peindre en réalité. Si les paysages enchantaient les yeux, les portraits fascinaient. Ils représentaient chacun, selon Stéphane, un artiste reconnu, poète, musicien, sculpteur, dont je n'avais, pour ma part, jamais entendu parler. Cependant, je n'en étais pas à une excentricité près, et après tout, le fait de peindre de parfaits inconnus ne diminuait en rien son talent, ni la puissance de ses coups de pinceau. Au fur et à mesure que les heures s'égrenaient, je parvins enfin à découvrir ce qui me captivait tant. Chacun des visages peints avait l'air tellement réaliste que je m'attendais presque à le voir s'agiter, esquisser un sourire, ou pousser un cri d'effroi. Une fois que je m'en fus rendu compte, je ne pus m'empêcher de développer un certain malaise à chaque fois que nous nous arrêtions devant un nouveau portrait. Bientôt, je prétextai des maux de tête pour regagner notre chambre, pendant que Stéphane poursuivait ses explications passionnées auprès de Clémence qui n'avait, elle, rien perdu de son enthousiasme. Je m'allongeai sur le lit, confortable comme le soir tombait, et attendis que ma femme me rejoigne. Je m'assoupis très vite. Je fus réveillé en sursaut lorsque Clémence appuya sur l'interrupteur qui alluma la lumière. Immédiatement,
Mon regard se fixa sur les figures gémissantes qui couvraient le plafond, vision ô combien désagréable au sortir du sommeil. Ce soir, je leur trouvais quelque chose d'inquiétant, de menaçant pour être précis. Je les sentais me dévisager d'un œil avide, tel l'inquisiteur traquant un hérétique, sachant que ce dernier ne lui échappera pas, se délectant de son angoisse. Je ne fis évidemment pas part de cette pensée morbide à Clémence, dont les grands yeux vert foncé brillaient de mille merveilles. S'excusant de m'avoir réveillé, elle m'embrassa avant de me prendre par la main et de me conduire à la salle à manger pour le dîner. Le repas se déroula dans le calme, puisque je semblais le seul à ne pas être épuisé. Malgré cela, j'avais encore les oreilles qui bourdonnaient des propos du peintre, et j'appréciais ce silence, seulement entrecoupé des bruits des mandibules et, parfois, de quelques paroles échangées, suivies de rires. Néanmoins, lorsque l'une d'entre elles m'obligeait à me tourner vers Stéphane, je ne pouvais m'empêcher de retrouver les sinistres représentations de notre chambre dans son regard sans âge. Ah! En lisant ces lignes, il serait difficile de ne pas voir en l'ancien écrivain Emmanuel Armin un artiste superstitieux doublé d'un écrivain paranoïaque. On aurait sans doute raison. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser, contre toute logique, que cette maison accueillante recelait un mystère qu'il ne ferait pas bon connaître. Alors même que je crois l'avoir percé à jour, je l'affirme, il ne fait pas bon connaître ce mystère. Invention saugrenue de ma part? Je veux y croire autant que vous en êtes convaincu. Mais après ce que j'ai vécu, je ne le peux. Après cette atrocité dont le point de départ fut une simple question, une aimable proposition qui tomba en fin de repas. Stéphane me demanda de poser pour lui.